congolaise en formation en Chine. Mois de mars prochain, mois prévu pour la tenue de l'Assemblée générale de la communauté congolaise en formation en Chine, session 2021. Dans cette édition, vous suivrez le bien fondé de cette assemblée par le vice-président de la communauté congolaise en formation en Chine, Francis Mungedi. Madame, Messieurs, bonsoir. Mi-mars 2021, c'est la période prévue par la coordination de la communauté congolaise en formation en Chine pour la tenue de l'Assemblée générale de la communauté. Monsieur Francis Mungedi, vice-président, nous donne ici quelques explications sur le bien fondé de cette assemblée et l'organisation pour cette année. Bonsoir, très chers membres de la grande famille. Je me présente, je suis Francis Mungedi, je suis le vice-président de notre communauté, la CCFC. Alors ce soir, je voudrais vous parler brièvement de l'Assemblée générale. C'est quoi l'Assemblée générale? Dans l'article de notre statut, à l'article 10, il est dit que l'Assemblée générale est un organe suprême de notre association, donc elle est composée de tous les membres et de manière indirecte ou directe, ou certains représentants. Alors, dans le statut, il est dit qu'elle s'est réunie une fois par an sur une session ordinaire pendant les vacances d'été. Donc, cette assemblée générale est convoquée par le président sur consultation du comité directeur. Alors, l'assemblée générale peut se réunir en session ordinaire ou extraordinaire. Si c'est convoqué d'une manière urgente par le comité directeur, donc ça peut se tenir à n'importe quel moment de l'année. Le général peut se tenir dans n'importe quelle ville, ça dépend de l'organisation. Donc vous pouvez choisir les villes où il y a le membre de la CCFC, peuvent accueillir tous ces représentants pour pouvoir échanger. Alors, l'Assemblée générale a comme pouvoir d'adopter et modifier le statut, le présent statut, élire les membres du comité directeur, cas échéant, et aussi approuver le programme d'action du comité directeur, et aussi approuver les rapports du collège des commissaires généraux, fixer son règlement d'ordre intérieur. Quand est-ce que l'Assemblée générale est prévue? Nous avions eu 2 réunions avec les commissaires généraux. Nous avions échangé autour de ça et plusieurs nous ont proposé que nous puissions organiser ça en ligne, c'est-à-dire à travers une plateforme. Nous pouvons utiliser WeChat, Tencent Meeting ou Zoom pour pouvoir organiser cette Assemblée générale. Alors, c'était ça leur proposition et nous avions pris note parce que nous avions prévu nous rencontrer et avoir la représentation de toutes les villes. Exactement, c'était le lieu était Beijing et il s'est fait qu'avec la situation actuelle du Covid et tout, ça pourrait être un peu difficile, mais bon, nous espérons encore. Alors, par rapport à la date, ça doit normalement avoir lieu mi-mars, donc à partir du mois prochain. Nous allons vous communiquer exactement le jour. Peut-être que ça prendra 2-3 jours, ça dépendra de la façon dont nous allons évoluer, parce qu'il y a un programme à l'ordre du jour qui sera donné. Et donc c'est un peu ça concernant l'organisation de l'Assemblée générale. Aux membres de la CCFC, membres de la grande famille, c'est que soyez juste prêts de participer, de venir assister à cette Assemblée générale. Et nous espérons que nous aurons la participation de beaucoup de personnes. Et si c'est en ligne, ça sera encore important parce qu'il n'y aura pas de complications. Donc tout le monde peut venir, peut assister à cet ensemble.
initiative à la recherche et à la créativité scientifique, des certificats de mérite ont été décernés aux 7 étudiants auteurs des publications scientifiques par voie électronique au début de ce mois par le président national de la communauté congolaise en formation en Chine, Alain Nkabanga. 2 de ces étudiants nous parlent ici de leur publication. Salut, merci pour la parole que vous m'accordez. Je tiens à vous remercier sincèrement, vous la rédaction, pour le travail que vous êtes en train de faire pour notre communauté. Et par vous aussi, je remercie les coordonnateurs, les présidents Alain qui travaillent d'arrache-pied et toute la coordination pour nous entretenir dans l'unité, dans l'harmonie. Et aussi notre cellule chargée des affaires académiques et scientifiques qui ne cesse de nous encourager dans l'organisation des conférences, des articles. C'est d'ailleurs derrière eux que nous avons eu les certificats de mérite pour l'article que nous avons rédigé sur l'aménagement des valeurs stratégiques des frontières de la RDC en Afrique. Plaidoyer pour l'utilisation d'équipements technologiques. Nous sommes partis d'un simple constat. Nous sommes rendus compte que ces 20 dernières années, les frontières de la RDC sont violées de partout. Et il n'y a pas longtemps, au moins sur 9 pays limitrophes, 8 au moins avaient soit des militaires sur les territoires congolais ou soutenaient des mouvements rebelles qui sont actifs sur les territoires de la RDC. On s'est demandé simplement de savoir comment ces mêmes frontières, à l'époque de Mobutu, ont joué un rôle important, un rôle stratégique pour asseoir la puissance au nom du principe du bon voisinage, un des principes chers de notre politique étrangère. Comment ces mêmes frontières ont joué un rôle important hier et aujourd'hui sont devenues les talons d'Achille pour la RDC? Comment? Et c'est pourtant dire qu'il y a un problème que nous avons remonté par rapport à l'équation personnelle de l'homme d'État. Vous savez, à l'époque de Mobutu, l'équation personnelle de Mobutu a fait peser en sorte que nos voisins nous respectent. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, nous avons, en tant que scientifiques, travaillé, réfléchi et avons émis des hypothèses, des solutions pour que demain, ces problèmes ne se répètent plus. Au rang desquels nous avons proposé qu'on puisse faire usage des moyens technologiques parce qu'il y a une résolution des Nations Unies qui autorise les États de recourir aux instruments techniques pour gérer les affaires sécuritaires sur le plan tant national que sur le plan international. Et donc, c'est un plaidoyer que nous faisons pour que la RDC prenne conscience, les autorités prennent conscience que nous devons protéger nos frontières. Au-delà de l'usage des équipements technologiques, eh bien, nous avons pensé qu'on puisse mettre un système d'alerte avancé qui consiste à ce que lorsqu'il y a un point des frontières de la RDC qui est touché, eh bien, de tout l'ensemble des frontières déclenche une certaine alerte. Vous savez, dans les pays développés, par exemple chez nous ici, dès que vous entrez, tout le monde sait. Donc, les services savent que telle personne est entrée. Et dès que vous sortez, tout le monde sait. Les services savent que vous êtes sorti. Donc, nous voulons que quelque chose de comme ça se passe pour que demain, nous ne puissions plus pleurnicher que nous sommes menacés, nous sommes malmenés par nos voisins. C'est inexplicable qu'au XXIe siècle, avec tous les atouts que nous avons, les atouts technologiques, les savoirs qui existent, qu'on puisse encore continuer de pleurnicher. C'est pour cela que nous avons émis nos points de vue dans cet article, qui d'ailleurs pour lequel je vous invite de pouvoir consulter et lire, pour voir qu'est-ce que nous avons apporté. Et bien évidemment, je pense que si et seulement si ces applications ou ces orientations, ces options sont mises en pratique, il pourra avoir des solutions pour la paix et la sécurité et bien évidemment aussi l'intégrité du territoire de notre pays. Merci beaucoup. J'invite bien évidemment aussi les autres collègues à travailler, à innover, à faire des recherches. C'est par la recherche que nous pouvons devenir grands. C'est par la recherche que notre pays peut devenir un pays émergent et aspirer à la puissance. Merci beaucoup. Alors, nous venons de publier un article en Amérique avec mon professeur, Dr. Shuti Dink, un
oncologue ou cancérologue. Cet article parle sur les cancers. De nos jours, nous avons plusieurs types de cancers dans le monde. Plus de 200 types de cancers qui ravagent le monde entier. L'Amérique, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie. Alors, nous venons de parler sur les cancers bronchiques ou le cancer du poumon qui tue des millions par an dans le monde entier, même en Afrique aussi au Congo. Surtout au Congo, le cancer du sein, le cancer du col chez la femme, colorectal cancer, c'est-à-dire le cancer du côlon chez l'homme, le cancer des poumons chez l'homme, ça tue beaucoup. Vu que la RDC n'a pas assez de spécialistes en cancérologie, c'est un grand problème. Tous les cas du cancer au Congo sont transférés. Alors, je viens de prévenir les étudiants de la CCFC en Chine à être prêts pour la prévention du cancer bronchique ou le cancer des poumons. Parce qu'il y a deux types de cancers du poumon. Il y a le cancer du poumon non à petites cellules et le cancer du poumon à petites cellules. Les deux cancers, le traitement se diffère. Le cancer du poumon à petites cellules, le traitement est basé sur la chimiothérapie qui a beaucoup d'effets secondaires mais qui traite mieux. Et le cancer du poumon non à petites cellules, son traitement premier est la chirurgie. Aussi, la thérapie ciblée, l'immunothérapie. Écoute, le deux types de traitement coûte trop cher. Les comprimés, une tablette seulement de la chimiothérapie, tel qu'un produit qu'on appelle osimertinib pour traiter le cancer du poumon, ça coûte au-delà de $3 000. Alors, en tant qu'étudiant, le facteur principal qui cause les cancers bronchiques, nous avons d'abord le facteur de ceux-là qui sont en train de fumer, smoking. C'est un facteur. Deuxième facteur, nous avons le facteur génétique. Si parmi votre famille, quelqu'un a souffert du cancer du poumon, dans la famille, ça qu'on appelle facteur génétique. Mais nous qui sommes en Chine, nous devons être prêts et nous devons nous prévenir. Pourquoi? Parce que nous sommes exposés à un facteur très compliqué, la pollution. La pollution est le facteur principal du cancer du poumon. D'où je vous appelle à prévenir votre vie, faire beaucoup de sport, des exercices. Il ne faut pas fumer, il faut arrêter à boire, il ne faut pas boire parce que le traitement du cancer a un taux très élevé et ça coûte trop cher pour le traitement. Je viens de remercier monsieur le président avec son équipe et la coordination de la CCFC pour l'encouragement. Moi aussi, j'encourage tous les étudiants à contribuer à la publication pour notre développement de la République démocratique du Congo parce qu'un pays se développe avec la recherche. Lorsque nous publions beaucoup, et notre pays aussi monte. Donc, tous les étudiants sont appelés à faire l'effort, à faire des recherches et à publier des articles. Merci pour cette initiative et que Dieu vous bénisse. Merci. C'est dans ces mêmes cadres que nous encourageons et invitons les autres membres de la communauté d'emboîter le pas de ses compatriotes. Impact du Covid-19 et la fin de la mondialisation, thème développé par l'étudiant Benjamin Moadi de Central China Normal University lors d'une conférence sur Zoom le 6 février dernier. Il nous donne ici la synthèse de cette conférence. Impact du Covid-19 et la fin de la mondialisation. Avec ce sujet, la question sur la table est de savoir pourquoi la mondialisation ne pourrait pas prendre fin avec les impacts du Covid-19 à l'humanité. Oui, il y a beaucoup qui ont crié à la fin de la mondialisation avec les impacts du Covid-19 à l'humanité. Mais moi ici, mon point central est bien clair. Je dis que la mondialisation ne pourrait pas
arriver à sa fin avec les impacts du Covid-19 à l'humanité. Et pour soutenir mon point central, parlant de l'impossibilité de la fin de la mondialisation avec les impacts du Covid-19 à l'humanité, j'avance de la manière excessive 5 arguments de base. Mon premier argument, je dis que la COVID-19, c'est un pro-messager de la mondialisation. Et le message de la COVID-19 à l'humanité n'est pas celui de la démondialisation, mais plutôt un message interpellatif. Je cite, You are living in a global village. Vous êtes en train de vivre dans un village planétaire. Nous sommes en train de vivre dans un village planétaire. Et avec ces messages, on ne devait pas penser à la fin de la mondialisation, parce que l'humanité devrait penser maintenant à s'organiser de manière de plus sophistiquée maintenant pour arriver à contenir la manière rapide ces virus. Et mon deuxième argument, je dis que la nature du virus causant cette pandémie est bien complexe. Et avec cette complexité justement de la nature de ce virus, on ne pourrait pas penser à la fin de la mondialisation. Parce que si on veut arriver à contenir de la manière rapide ce virus de la nature complexe, tout devrait aller dans le dynamisme de la mondialisation. Et penser dans la dynamique hors mondialisation, l'humanité risque de tomber dans un fiasco dans le sens à contenir de manière rapide ces virus de la nature complexe. Et mon troisième argument, je dis que la nature des impacts du Covid-19 dans les activités socio-économiques ne pourrait pas nous amener à penser à la fin de la mondialisation. Parce qu'une fois que le virus est contenu, le comportement des acteurs globaux vont aller dans le sens de la relance des activités économiques et sociales impactées par ces virus. Et cette relance-là devait se faire de la manière efficace que de la dynamique de la mondialisation. Faire ces relances-là dans la dynamique hors mondialisation, ça risque de ne pas être efficace et ça va coûter de plus à l'humanité. Et mon quatrième argument est que pour arriver à la fin de la mondialisation, le nationalisme et l'unilatéralisme sont les deux ingrédients qui devraient s'ajouter de la source de la COVID-19 pour mettre fin à la mondialisation. Mais en même temps, ces deux ingrédients, nationalisme et unilatéralisme, devraient être mis de côté pour donner de la place au multilatéralisme et au globalisme pour arriver à contenir de la manière la plus rapide ces virus de la nature complexe. À ce sens-là, on ne pourrait pas penser à la fin de la mondialisation avec les impacts du coronavirus à l'humanité. Et mon dernier point est que le coronavirus était venu trouver l'humanité dans une situation d'interdépendance complexe. Interdépendance complexe au niveau global. Des liens de plus en plus complexes et croissants. Et avec ces liens de plus en plus complexes et croissants, la démondialisation ne devait pas se faire au jour au lendemain. Et donc, on ne devait pas penser à la fin de la mondialisation avec cette complexité, justement, des acteurs globaux dans l'interdépendance de plus en plus croissant et complexe. Et à ce sens-là, au lieu de penser, de crier à la fin de la mondialisation, l'humanité devrait plutôt penser aux différentes leçons que la Covid est venue lui donner et arriver à contenir de la manière rapide cette pandémie et penser pour le futur, devenir active, réactive et proactive. Merci. C'est ainsi que s'achève cette édition. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous à la fin de ce mois. Au revoir.